Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel, le député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Emmanuel Macron réunit un conseil des ministres pour trancher ce lundi. Allons-nous vers un 49.3 ou des ordonnances pour boucler le budget? Qu'en savez-vous? Le plus probable, c'est 49.3, si vous voulez, parce que les ordonnances... J'ai l'impression que les ordonnances ont été mises un peu sur la table pour agrémenter le récit, de permettre de laisser penser que finalement le 49.3, sur lequel M. Lecornu avait dit pas question, je n'y utiliserai pas, finalement c'est la solution la moins pire. Alors on fait peur avec le loup, les ordonnances. Finalement, on dira, vous voyez, il n'y a que le 49.3. Puis finalement, c'est le 49.3. Voilà, donc, alors que le 49.3 était considéré, y compris par le groupe socialiste, il y a quelques semaines encore, comme une ligne rouge à pas franchir. Je dis ça parce que, pour bien comprendre, aux auditeurs, les ordonnances, c'est le texte initial, brut, sans modification, d'accord ? Et donc, ça veut dire que même les socialistes avaient dit, s'il y a les ordonnances, nous, on va censurer. Donc, il y a un risque majeur pour le gouvernement de passer avec les ordonnances. Qui plus est, si après il y a des modifications budgétaires, et il y en aura, parce qu'il y a eu des modifications pendant le budget, il faudrait à nouveau un texte budgétaire plus tard, donc on renverrait à plus tard la discussion budgétaire. Donc vraisemblablement, ils vont passer par 49.3. Donc ça veut dire qu'après ces mois et ces mois de discussion, Éric Coquerel, demain, les députés iront à l'Assemblée nationale et puis il y aura un 49.3 auquel Sébastien Lecornu avait dit vouloir renoncer. Voilà, vous avez bien résumé. Oui. C'est-à-dire que... En gros, le gouvernement a orchestré une espèce de scénario dans lequel, au final, il passe avec le rapport de force. Pourquoi ? Un coup de force plutôt, pas un rapport de force, parce qu'il n'a pas de rapport de force. Pourquoi ? Parce qu'il est minoritaire, qu'il présente un texte minoritaire, et qu'à un moment donné, sauf à vouloir que les oppositions ne s'opposent plus, ce qu'il fait d'ailleurs, puisque vous remarquerez que les oppositions qui veulent simplement jouer leur rôle d'opposition sont traités de saboteurs, de traîtres, de bloqueurs. Enfin, ça, c'est le discours. Qu'est-ce que vous lui répondez? Du langage trumpiste. Oui, trumpiste, vous dites. Oui, bien sûr. Monsieur Trump, il fait ça. Il diabolise les oppositions. Excusez-moi, est-ce que je réponds quand les oppositions, même moi d'ailleurs, même Montchalin l'a fait l'autre jour, quand le gouvernement traite ses oppositions de saboteurs, c'est quand même un terme fort. Quand il dit que ce sont des tireurs couchés, autrement dit des traîtres qui tirent dans le dos, excusez-moi, les oppositions ont le droit d'exister, surtout quand le gouvernement est minoritaire. Donc, le problème, c'est que ce gouvernement est minoritaire. C'est lui qui devrait s'interroger sur l'aspect peu démocratique de cette affaire. Donc Éric Coquerel, à vos yeux, Lecornu fait du Trump. Là, en l'occurrence, oui. Il y a un deal, on essaie d'utiliser le langage, on va dire, adéquat, c'est avec le Parti Socialiste. Manifestement, aussi. Ça veut dire, j'accède à vos demandes, aux demandes du PS, à tes demandes, Olivier Faure, et tu ne votes pas la censure. Alors en réalité, j'accède à aucune demande du PS, parce que figurez-vous, ce qu'il est en train de mettre sur la table, il n'y en a aucune qui est dans le contre-budget du Parti Socialiste. Alors, Sébastien Lecornu a écrit aux chefs d'entreprise, principale annonce, c'est la décision la plus importante, la surtaxe de l'impôt sur les 300 plus grandes entreprises qui est reconduite, sauf hors les ETI, on épargne les ETI et les PME dans ce pays, rendement 8 milliards, c'est la principale annonce? Non, pas du tout. Éric Coquerel? Ça, c'est le récit. Ça, c'est le récit, pour dire au groupe socialiste, vous avez décroché quelque chose, on fait une surtaxe sur les grandes entreprises. Mais vous venez vous-même de le dire, la surtaxe sur les grandes entreprises, elle existait l'an dernier. Je vous rappelle même que Michel Barnier l'avait imaginé sur 2 ans, et c'est M. Lombard qui avait dit finalement on ne fait qu'1 an. Donc en fait, il ne prolonge que ce qui a été fait l'an dernier. Par contre, il y a une vingtaine de milliards de coupes budgétaires pour arriver à 5%, puisque c'est ça maintenant la cible, qui vont peser sur tous nos concitoyens, via les ministères, via des services publics, via même des prestations. Donc en réalité, la note la plus salée, qui va continuer à être payée pour arriver à 5%, dans un moment où Oxfam vient de sortir un rapport là, qui dit que les 53 milliardaires français ont une richesse équivalente à 32 millions de la population. 53, 32 millions. Et qu'ils ont vu leur richesse doubler depuis 2017. Au moment où on dit ça, ceux sur qui va se payer le plus d'efforts pour payer le déficit qui a été créé, parce que ces gens-là, on les a moins imposés, c'est nous tous. Voilà, vous êtes allé à Bercy, la grande majorité de la population. Vous êtes allé à Bercy pour dénoncer ce fait, en réalité. Oui. Et d'ailleurs, alors j'ai été à Bercy, vous savez pourquoi? C'est parce que Éric Lombard avait dit,
c'est vrai, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Alors lui, il a dit qu'il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ok, il paye un peu d'impôt sur le revenu. Mais alors je peux vous dire qu'il paye un impôt sur le revenu qui n'a aucun rapport avec leur richesse effective, avec leur revenu effectif. Bon. Et ça, c'est différentiel de ces quelques personnes qui ont un taux d'imposition global moitié moins que la population, moitié moins en moyenne que la population, ça coûte des dizaines de milliards. Mais vous savez, et ces gens-là, on ne va pas du tout les toucher. Et quand on va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais 10%, des plus fortunés payent 70% de l'impôt sur le revenu dans ce pays. Vous le savez. Très bien. Ça. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites. 10%, vous avez raison. Oui. Et quand on regarde, vous savez, on fait toujours pour montrer que la France est très redistributive, on regarde les 10% les plus défavorisés, les 10% les plus aisés, et on dit, avec toutes les compensations, les aides sociales, finalement, la différence de richesse qui est au départ de 1 à 18, elle n'est plus que de 1 à 3. Mais vous parlez des 10%. Moi, je ne vous parle pas des 10%. Je vous parle des 0,01% de la population les plus riches. Et ceux-là, figurez-vous, c'est très peu. Les 0,1% payent 13% de l'IR. C'est quelques milliers de personnes. Ces gens-là payent quasiment pas d'IR. Ils mettent tous leurs revenus vers leur patrimoine non professionnel qui n'est plus imposé depuis qu'il y a la suppression de l'ISF, ou leur patrimoine professionnel qui n'a jamais été imposé, et cet argent-là, eh bien, échappe à l'impôt. Et c'est des dizaines de milliards. Le macronisme, c'est ça. C'est le retour, j'allais dire, d'ultra riches à hauteur de quelques milliers de personnes, pour lesquels on est appelé à tous payer. Voilà, c'est ça. Alors, le macronisme. Que dites-vous, je reviens sur le Parti Socialiste, parce qu'au fond, ils disent qu'ils ont obtenu certaines choses. Alors, il y a quand même des mesures qui ont été égrenées par le Premier ministre. La hausse de 50 € par mois pour la prime d'activité, ça concerne 3 millions de ménages. On ne touche pas aux APL, aux allocations pour personnes handicapées. Il n'y a pas de hausse de l'IR, l'impôt sur le revenu, pas d'allègement des baisses de charges pour les entreprises. Il n'y a pas de réforme de l'abattement fiscal des 10% des retraités, enfin 2000 postes de plus pour l'éducation nationale. Vous savez, pour les Crous, c'est le repas à 1 € pour tout le monde. Il y a quand même des avancées là-dedans, dans cette histoire. Parce que ça, c'est un récit. C'est ce que j'appelle un récit. Je vous dis ce qu'égrène le Premier ministre. Vous avez raison, c'est pas à vous que je dis ça. Vous avez raison de me dire ce qu'égrène le Premier ministre. Il y a une espèce d'inventaire à l'après-vert. Il a passé 10 minutes sur tout ce qui aurait été gagné, soi-disant, par les socialistes. Bien. Prenons les mesures. Alors d'abord, il donne des mesures qui sont déjà dans le budget. Par exemple, il dit le budget des armées augmentera, le budget de la sécurité intérieure augmentera, le budget de la justice augmentera. C'est dans le budget. Rien n'a été gagné là-dessus. Deuxièmement, il met des choses qui, de toute façon, lui ont été déjà imposées par le Parlement, par le Sénat et par les votes à l'Assemblée. Donc c'est vrai de l'APL, c'est vrai par exemple de certaines mesures sur le logement social, etc. Ça s'appelle un compromis. Oui, d'accord, mais c'est un compromis qui lui est imposé. Il n'est pas en train de donner quelque chose, il est en train de donner quelque chose qui lui a été imposé. En réalité, les seules nouvelles mesures, c'est le repas gratuit, le repas à 1 € pour les étudiants et la prime d'activité de 50 € par mois. Bien. Donc tout ça, ça fait à peu près 1 milliard. Globalement, un peu moins qu'1 milliard en réalité. On va dire 1 milliard, bien. Mais si vous regardez dans le même temps les coupes budgétaires qui vont être imposées, y compris sur les mêmes ministères, vous apercevez que on donne quelque chose d'une main, un peu, des miettes, et de l'autre côté, on prend beaucoup. Je vous donne juste un exemple. La prime d'activité. Non, alors on se dit, le prime d'activité, c'est bien 50 € de plus par mois, et je comprends très bien que les gens qui vont en bénéficier se disent c'est un acquis. Sauf que ces gens-là devront se dire que le ministère du Travail et des Solidarités va prendre tellement cher en termes de coupes budgétaires que, par exemple, tous les contrats aidés vont être sacrifiés, qu'on va avoir des coupes absolument terribles sur l'insertion sur l'activité économique. Donc vous dites que les moyens, donne d'un côté, que le logement, contrairement à ce qui est dit, va continuer à en réhabiliter. Donc toutes des choses que ces personnes, qui sont souvent des travailleurs pauvres, ont absolument besoin. Donc, on fait mine de donner. La vie étudiante, c'est pareil. La vie étudiante baisse de 200 millions d'euros sur 2 ans. 200 millions. Là, le repas à 1 €, ça coûte 60 milliards. 60 millions. Vous voyez bien que le décalage, il est terrible. Et en tout, rappelez-vous ce chiffre, c'est près de 20 milliards de coupes budgétaires que ce budget impose. Donc ça reste un budget d'austérité pour tout le monde. Éric Coquerel, le budget va passer grâce au Parti Socialiste. Et c'est 69 voix qui vont monter. Il y aura une motion de censure là prochainement. Oui, bien sûr. On déposera. Aussitôt qu'il y a la 49.3, nous déposons une motion de censure. Et je suppose, c'est leur accord. Il vous a manqué 32 voix la dernière fois. Le jour, il a manqué 32 voix, donc le groupe socialiste, enfin, c'est le double. Donc, mais je suppose que cette fois, le groupe socialiste va faire la même chose.
Bon, je le regrette. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été élu pour permettre aux macronistes de continuer à sévir dans le pays. Olivier Faure, c'est l'allié d'Emmanuel Macron. Là, il rentre en faisant ça de manière un peu hypocrite parce qu'il n'aura pas voté le budget, donc ça lui permet de dire je reste dans l'opposition. Mais en faisant ça, il rentre dans la coalition macroniste finissante, ça c'est clair. Il leur permet de continuer à imposer leur politique. Pour vous, c'est fait. Le PS n'est plus de gauche ? Moi, je ne caricature pas. Ce que je considère, c'est que nous avons... Pour les auditeurs, ce n'est pas le fait de dire on est à gauche, on reste à gauche, qui décide qui est à gauche. Il y a une chose sûre, c'est que nous avons été élus tous ensemble sur le programme du NFP qui est à l'antithèse de ce qui est en train d'être fait. Moi, j'ai un respect par rapport à ce qu'on dit à nos électeurs. Et là, ce que ça permet à faire le groupe socialiste, c'est permettre à ceux qui ont été battus de continuer à sévir pendant un an. Et on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps. On a besoin d'un budget très différent qui relancerait l'activité économique, qui relancerait les investissements, qui permettrait justement d'aller chercher l'argent là où il est, où M. Macron a permis qu'il s'accumule depuis 2017. C'est dans les mains de quelques milliers de personnes. Voilà. Et c'est pas ce qui va être fait. Je sais que la question que vous avez posée à chaque fois, ça peut vous agacer, mais c'est le divorce total, là, sur ce fait-là. Je vous rappelle que le divorce... on l'oublie un peu souvent quand on parle des municipales et autres, mais le divorce, c'est le Parti socialiste qui l'a décidé. Parce qu'en même temps qu'il appliquait cette politique, donc de rupture avec le programme que ses députés avaient défendu, celui qu'on avait fait ensemble, en même temps, il expliquait qu'il ne voulait plus rien faire avec LFI. Ni aux législatives, ni aux municipales, etc. Donc le divorce, c'est eux qui l'ont quelque part entériné. Bon, ça leur déplaît peut-être, mais on va quand même se présenter aux élections, quoi. Éric Coquerel, vous dites municipal, la France insoumise, c'est votre candidate, hein, Manon Montmirel, peut remporter Saint-Ouen face au maire socialiste sortant Karim Bouamran. J'espère. C'est une outsider à une forte cote. Vous n'avez pas l'air très emballé, là. Non, je suis très emballé. C'est pas ce que je veux dire. Je regarde. Vous savez, les maires sortants, c'est difficile à battre. Oui, donc, c'est vrai. à Saint-Ouen, je regarde. Les résultats des élections européennes et fortiori législatives présidentielles peuvent nous le laisser espérer. Je considère qu'on est des outsiders avec une très forte cote. Et on peut aussi gagner, n'oubliez pas la ville d'à côté, celle de Saint-Denis-Pierrefitte, qui sera la deuxième ville d'Île-de-France avec Bali Bagayoko, et face à Mathieu Hanotin. Et il y a la ville d'à côté aussi qui est Paris. Vous aviez Sophia Chikirou qui peut faire perdre Emmanuel Grégoire. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de folie après ce qu'on a connu avec les législatives, suite à la dissolution, et aujourd'hui ce face-à-face LFI et Parti socialiste dans les municipalités? D'accord. Donc il ne fallait pas qu'on parte sur les élections. Je vous pose la question. Allez-y, répondez. Non, mais je vous demande, est-ce qu'il fallait qu'on laisse le Parti socialiste, ses alliés, partir seuls? Je dis ça parce que qui a exclu toute alliance dès le départ? Alors, non seulement ils excluent toute alliance dès le départ au premier tour, les socialistes, mais même là maintenant, ils sont en train d'expliquer qu'ils l'excluront au deuxième tour. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit par exemple que si on arrive en tête, on tendra la main aux autres listes de gauche pour dire sur un programme évidemment de rupture, est-ce que vous êtes prêts à partir? Bien sûr. Est-ce qu'eux vont le faire? Eux, ils disent l'inverse pour l'instant. Donc, si vous voulez, ça, c'est clair qu'à partir du moment où, d'une certaine manière, on nous dit on renie le programme au niveau des élections nationales, des élections municipales, et en plus, on dit non, on va plus partir avec vous. Vous croyez pas qu'on va pas se présenter à des élections? Ça semble assez normal. Voilà, la situation est là aujourd'hui. Donc, il faut poser la question aux socialistes. Et pour conclure, Patrick Roger rappelait tout à l'heure à juste titre, ce matin, dans 2 mois, on sera au lendemain du premier tour. Voilà, on y est là au municipal. Ça veut dire qu'il pourra y avoir même le tour de chauffe des présidentielles, si vous voulez mon avis. Absolument. Il pourrait y avoir des accords quand même. On peut se parler quand même un lendemain de premier tour. Nous, on n'a jamais exclu ça. On n'a jamais exclu ça. À partir du moment où c'est sur un programme qui est utile pour la population, nous, on n'est pas contre l'envisager. Ceux qui sont absolument contre pour l'envisager aujourd'hui, quitte à perdre, c'est les socialistes. Donc il faut leur poser la question. Merci à vous, Éric Coquerel. Merci, Éric Coquerel. Petite question, puisque vous êtes patron des finances, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que vous êtes invité justement dans... Ça voudrait dire que je gouvernerais si j'étais patron des finances. Non, mais est-ce que vous êtes invité dans les lieux où on parle finance? Est-ce que vous avez votre billet de train pour Davos? Non, j'aurais pas été, non. Non, c'est vrai. Non, mais par contre, je peux vous dire une chose. Là, ça n'a pas été le cas cette année, mais si le MEDEF m'invite demain à un débat, etc., j'irai volontiers. Voilà, c'est ça. Mais alors, Davos, si on vous invite? Non, Davos, non. Pour aller écouter Trump. Un peu. Comment? Pour aller écouter Trump. En plus de ça, je vais peut-être essayer de m'en passer dans la situation. Bon, non, mais si on nous entend là et que certains disent tiens, oui, c'est vrai, on a oublié d'inviter le président de la commission des finances à l'Assemblée. Je préfère aller dans les forums altermondialistes, mais
Par contre, parler avec évidemment les chefs d'entreprise, d'ailleurs je le fais, je le fais relativement souvent. Merci. Éric Coquerel était l'invité politique de Jean-François Aquili. Dans un instant, on aborde tous les sujets. On va revenir sur le dramatique accident donc en Espagne, les inondations aussi dans le sud, et puis Trump, ce qu'on vient d'évoquer à l'instant.